Kalimera. Il n'y a sans doute pas d'artiste, de comédienne plus intrépide et plus talentueuse que celle que nous avons l'honneur et la joie de recevoir cette année à Thessalonique pour une rétrospective d'une partie infime de son œuvre, tant celle-ci est protéiforme et importante. L'art de la comédie, du drame, de la tragédie, sur les planches, sur les écrans, sur tous les continents, avec les grands maîtres du cinéma, les plus grands metteurs en scène de théâtre, mais aussi souvent avec des plus jeunes réalisateurs. Ces prises de risques sont marquantes et toujours couronnées de succès. Ces rôles lui ont valu des palmes, des ours, des lions, des Golden Globes, des Césars, des Molières. La liste est juste vertigineuse. À Thessalonique, elle nous a fait l'honneur de recevoir un Alexandre d'honneur en 2004. Ce matin, elle nous offre un masterclass From Stage to Screen pour partager son expérience, son voyage dans l'art du jeu entre théâtre et cinéma. Pour modérer ce masterclass, nous accueillons une amie du festival, une autrice prestigieuse dont les œuvres multiprimées sont traduites en de nombreuses langues, une cinéphile, une théâtrophile, Ersi Sotiropoulou. Ersi, s'il te plaît, tu peux me rejoindre. Merci. Et maintenant, merci d'applaudir notre invitée d'honneur que vous avez tous reconnu, l'unique, l'iconique Isabelle Huppert. Isabelle. The floor is yours, comme on dit. Bonjour, merci d'être venu. C'est un grand honneur pour nous d'accueillir aujourd'hui ici à la salle John Cassavetes, Isabelle Huppert, une actrice immense. Bienvenue, nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Vous êtes une icône, je dirais, mais vous avez l'air tout à fait normal. Moi, les icônes, je les ai vues dans les églises russes. Les icônes byzantines. Peut-être pas une icône, parce que c'est le prototype d'artiste pour moi. On en parlera après. Comme c'est le sujet de cette rencontre, c'est caméra, scène, et vice-versa. On peut commencer par la plus simple question. Votre première expérience, c'était devant la caméra comme actrice ou au théâtre? Vous avez... Ah, c'est une très bonne question. Bonjour d'abord. Merci. Et puis je suis très très heureuse de partager ce moment avec Ersi. Je pourrais retourner tous les compliments qu'elle m'a fait. Vous avez de la chance en Grèce d'avoir une immense écrivaine. Immense. On ne doit pas exagérer avec les compliments, je crois. Voilà, c'est dit. Et je vous le redirai peut-être encore une fois. Alors oui, c'est la première fois que je suis... j'ai oublié, je me suis... Ah si, peut-être, non. C'était devant la caméra de mon père, je crois. Oui, bien sûr. Dans les home movies, quand on filme ses enfants. C'était de ça, je crois. Je sais pas, je devais avoir 4 ans. Oui, mais comme expérience professionnelle. Oui, professionnelle. J'ai un peu oublié. Je me souviens pas très bien. C'était quoi? La toute première fois qu'une caméra m'a filmé, ça devait être peut-être, je sais pas, un film peut-être pour la télévision. J'ai peut-être commencé d'abord comme ça, avant le cinéma. Mais je me souviens, peut-être j'étais figurante dans un film pour la télévision. Mais je me souviens pas de la sensation que ça m'a donné. Est-ce que vous vous souvenez le moment, l'expérience du passage
de jouer devant la caméra les passages sur scène. Et si ça a posé, je ne sais pas, des problèmes, par exemple, même techniques. Alors la première fois que j'ai joué une pièce au théâtre, non, je me souviens pas spécialement du problème technique que ça a pu me donner, mais parce que moi j'ai jamais fait tellement de différence entre au fond le jeu au théâtre et le jeu au cinéma. Aussi parce que peut-être au théâtre j'ai travaillé très vite avec des gens quand même très très particuliers. Euh, des gens comme Peter Zadek, qui était un grand metteur en scène allemand. Bon, avant, j'avais fait aussi du théâtre avec ma sœur, Caroline, mais c'était quand même une expérience, alors je dirais pas quotidienne, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais je me sentais dans un univers très familier. Avant, j'avais fait une autre expérience aussi au Petit Odéon, oui, dans une petite salle au Théâtre de l'Odéon, une pièce d'un auteur qui était beaucoup joué à une époque qui s'appelait Jean-Jacques Varoujan. Mais toutes ces expériences au théâtre, j'avais pas l'impression de faire du théâtre. J'avais l'impression que c'était pareil pour moi de jouer du cinéma. Mais après, je l'ai vérifié aussi dans des aventures plus particulières avec Bob Wilson ou même très récemment avec Romeo Castellucci, un spectacle que j'ai présenté ici. Je me suis jamais dit je fais du théâtre par rapport au cinéma. Mais c'est exactement ça. Je crois, mon impression, mais l'impression de beaucoup de spectateurs, qu'il y a une extraordinaire fluidité que vous passez de la caméra sur scène. Mais quand même, est différent. Mais, je veux dire, une chose. Quand vous jouez devant la caméra, le metteur en scène, le réalisateur est là. Sur scène, vous êtes seul. Oui, mais enfin, sur scène, il y a le public, Oui. voilà, qui remplace. Là, parce que la caméra, c'est comme un concentré du public, c'est comme un gros œil qui symbolise tous les spectateurs, dans le meilleur des cas, on espère le plus possible, qui vont vous regarder, ou c'est un peu la pièce médiatrice entre le metteur en scène et nous. La caméra, comme voilà. C'est très intéressant, comme une concentration de l'œil du public. Oui, de l'œil du public. Ou de... Et une question un peu banale. En termes de fatigue, d'exténuation physique, je ne parle pas psychologique, ça pèse plus. Oui, bien sûr, parce que le théâtre, c'est une aventure émotionnelle qui est quand même... c'est horrible, le théâtre. Quand on y réfléchit, c'est horrible. On se dit, mais dans quelle situation je me suis mise? C'est épouvantable. Après, on se dit, peut-être il y a pire que le théâtre, c'est mourir. Alors évidemment, vu comme ça, comme on dit, vu comme ça, on se dit, bon, bah, ça aide à relativiser. Il faut quand même mieux... vivre cet inconfort du théâtre que mourir, donc ça aide à supporter, voilà. Mais en même temps, il y a ce courant d'énergie avec le public qui peut marcher ou ne pas marcher. Ça dépend avec vous. Ça marche toujours, je crois. Oui, alors moi, dans les expériences que j'ai vues, que je vis au théâtre, je dis pas du tout que bien sûr que je sens que le public est là. C'est pour ça d'ailleurs que c'est effrayant. Mais en même temps, bizarrement, le public, il est quand même comme une, je sais pas comment expliquer, comme une masse, peut-être parce que je joue pas des spectacles. Si je fais un spectacle de Bob Wilson, je peux pas dire que le public, il va réagir toutes les 2 minutes. Il est là comme une présence, un peu comme un très gros animal, tapis dans l'ombre, comme on dit. Mais il n'est pas tellement identifiable. En tous les cas, dans les spectacles que j'ai souvent fait au théâtre. Et dans l'acte précis de jouer, au cinéma, ce sont des détails. Au théâtre, ça me paraît vraiment très dur, parce qu'on doit être concentré, être conscient de tout son corps, même des doigts de son pied, parce que c'est tout visible. C'est pas une...
Oui, mais en même temps, une fois qu'on a dépassé le moment horrible dont je parlais, tout d'un coup, c'est assez extraordinaire aussi parce que, aussi peut-être, je pense à des spectacles que j'ai joués récemment où je suis toute seule, justement. Alors, mais même si j'ai des partenaires, on a un sentiment très confortable qu'au fond, le public n'existe pas, qu'on est entre nous, et on a un sentiment assez extraordinaire d'être chez nous et d'être seul, d'être assez solitaire. Et c'est tout en sachant évidemment que le public est là mais c'est un sentiment assez extraordinaire d'être comme ça sur une scène de théâtre et puis d'arriver à créer un monde imaginaire où on est complètement pas seul, évidemment, on est avec soi-même, mais on est, oui, seul avec soi-même. C'est un sentiment très, 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 très agréable, comme si le public n'était pas là. Parce que je pense qu'il faut peut-être pour vivre l'aventure le mieux possible, justement, il faut faire comme si le public n'était pas là, justement. Parce que si on est constamment en conscience du public, alors on finit par... je crois que c'est la meilleure façon de le vivre. Et la meilleure façon de le vivre, justement, pour le public, c'est d'ignorer que le public est là. D'arriver à un état où on ne sait plus que le public est là, justement. Une chose, j'aimerais savoir un peu abstraite, paraître un peu abstraite. Et sur comment coule l'énergie. Par exemple, quand je vous ai vu il y a, je ne sais pas, il y a beaucoup de temps, au Bouffe du Nord, je l'ai vu 2 fois, Psychose, de Sarah Kane. La première fois, c'était troisième ou quatrième fil, c'était de bonne place. La deuxième, j'étais un peu de travers et c'était mieux. Donc, votre corps, il y avait un axe d'énergie qui n'était pas comme ce qu'on pense, une sorte de diffusé par les plexus. C'était quelque chose de vertical, n'est-ce pas? Pour moi, c'était il y avait une qualité révélatrice, pas seulement pour un acteur, pour l'acte de la création. Alors là, vous parlez d'un spectacle qui était très particulier. Mais enfin, cela dit, j'ai l'impression que j'ai fait que des spectacles très particuliers. C'est vrai, parce que c'est des spectacles qui sont beaucoup plus... enfin, où il y a encore plus, évidemment, avec Bob Wilson, où il y a un sens de l'abstraction qui va complètement contre le réalisme et le naturalisme, qui se fait aussi au théâtre. Hein. Je pourrais tout à fait... mais il me semble quand même que le théâtre, justement... il impose souvent cette notion d'abstraction, comme il y avait justement dans Psychose. Alors ça, c'était un spectacle vraiment très particulier. C'est une pièce de Sarah Kane, 448 Psychose, qui était un jeune auteur anglais qui a écrit cette pièce et qui s'est suicidé très peu de temps après, je crois, l'avoir écrite. Et c'était mis en scène par Claude Régis, qui était aussi un immense metteur en scène, qui avait vraiment un univers très radical, qui faisait. Et j'étais immobile pendant 2 heures dans ce spectacle. Et alors, j'ai jamais oublié comment on était arrivé à cette immobilité. C'est que Claude Régis répétait beaucoup, très longtemps. Donc on explorait, parce que le théâtre c'est comme un monde qu'on crée. C'est comme moi ça me fait toujours penser un peu à la naissance du monde. On a un plateau vide, mais un univers mental complètement vide, blanc ou noir. Et puis peu à peu cet univers se crée et on avait exploré pendant 2 mois plein de possibilités de déplacement sur la scène.
Et puis, très peu de temps avant de jouer le spectacle, je passais souvent par cette position où j'ai... Et puis, bon, je m'arrêtais. Et puis, tout d'un coup, il a dit ah ben, voilà, finalement, on a trouvé. Parce qu'il sentait que c'était cette position... Ouais, immobile, et à cet endroit-là. Et il a dit, bon, ben, voilà, on ne va plus bouger. Quand c'était le corps par moment, c'était comme pas tombé. C'était toujours droit, mais on avait comme une sorte de fausse impression que vous alliez tomber. Car cette pièce de Sarah Kane, qui c'était la dernière, n'est-ce pas? Sa dernière, qui est l'annonce de la mort. C'est la... Oui, parce que 4,48, c'est là où elle dit qu'elle va mourir. Mais en même temps, 48. vous étiez vibrante d'un désir de vivre dans votre... C'était très intéressant, ça. Parce que la vie était là, c'était pas quelque chose de sombre. De sombre pas du tout. oui, c'est vrai. Du tout. Oui. C'était tragique, mais pas sombre du tout. Les bras, il n'y avait que les mains qui bougeaient. Non, c'était une expérience très particulière à vivre et très particulière à voir. Je sais qu'il y a des gens aussi qui étaient mal à l'aise aussi, parce que ça transmettait quand même un sentiment à la fois de lutte, de vie, de mort qui s'annonçait très, très... Il y avait beaucoup de violence, mais moi j'aimais beaucoup le faire. Et puis il y avait des lumières aussi très inspirantes et qui me faisaient voyager évidemment très loin. C'était assez pour moi, c'était quand même une traversée qui était spéciale, mais alors déjà le théâtre en soi, c'est une traversée mentale qui est souvent particulière, mais alors là, encore plus. Oui. J'ai revu il y a une semaine la cérémonie et je l'ai trouvée très marrante. Vraiment, j'ai dit, cette fille qui est derrière, là, avec le chewing-gum, derrière le bureau de la poste, ça me... She was going to cheer me up, si je la connaissais. Et de là, vous avez joué dans des rôles impossibles, très difficiles, mais vous êtes arrivé à conquérir, à façonner une ambiguïté, je dis, pas un point d'interrogation, une sorte d'ambiguïté, il y a un flou toujours entre le bien et le mal. La frontière, et ça je le trouve extraordinaire parce que c'est la vérité, ça. La vérité, c'est une interprétation de la réalité qu'on arrive à travers des réfutations successives. Sinon, il n'y a pas de vérité. Et vous êtes arrivé, et déjà c'était là, à la cérémonie, il y avait ça. Oui, mais La cérémonie, c'est un très très grand film, je trouve, de Claude Chabrol, où justement il fait s'affronter les forces du bien et du mal. Chabrol, il aimait bien dire que c'était un film marxiste, parce que c'était un film sur la lutte des classes. Et le film est vraiment magistral, parce que c'est comment le monde dans lequel on vit peut fabriquer les forces du mal, et comment en même temps les inégalités aussi peuvent aussi arriver à cette violence. Et puis en même temps, tout d'un coup, il y a la main de Dieu aussi qui s'abat aussi sur. Donc c'est un film vraiment très très troublant, qui à la fois qui fait comprendre la violence et qui ne l'admet pas non plus, cette violence, puisque il y a comme un châtiment qui s'abat sur cette qui répond à cette violence. C'est vraiment un film extraordinaire, et puis en même temps avec toute l'ironie. Je ne sais pas si, parce qu'on peut pas, c'est difficile de parler d'ironie dans un propos aussi violent, et qui parle aussi d'une manière tellement aiguë de la difficulté
des gens à vivre aussi. Mais il y a quand même cette dimension chez Chabrol. C'est un film à la fois très aigu, parfois drôle, je ne sais pas comment on peut le dire, mais disons, voilà, avec la distance. La distance au cinéma comme au théâtre, ça permet de dire beaucoup, beaucoup de choses. Alors il y a une distance, comme vous dites, il y a le chewing-gum, par exemple, et en même temps, il y a toute la tragédie humaine. C'est vraiment un film assez incroyable. C'est l'ironie, mais aussi, quand le film a fini, j'étais très contente. J'étais très contente. Oui, parce que c'est difficile à regarder aussi, bien Je sûr. l'avais rencontré seulement une fois ici, Claude Chabrol. Et il était invité au festival. Je me souviens qu'il était quelqu'un... Il était venu ici à Thessalonique. On avait fait un grand dîner. Il était quelqu'un de très jovial, ouvert. Pas le type classique d'intellectuel parisien, pas du tout. Mais en même temps, il était très concret. C'est dans ses idées, ce qu'il voulait. C'était intéressant. Oui. Mais j'ai aimé tous les films que j'ai fait avec lui, parce qu'il avait une manière à la fois implacable et jamais lourde de parler voilà, de la violence des sentiments, de la violence, de la difficulté des gens à vivre les uns avec les autres. C'était un cinéaste assez politique, Chabrol. Enfin, on peut dire que le cinéma est par définition tout le temps politique mais je crois que on peut le dire de Chabrol qui parfois parce que il avait une image un peu de bon vivant et on dit comme ça qu'il a toujours été un cinéaste très critique de la bourgeoisie, mais au fond on le réduit un peu en disant ça. Je crois que il avait une vision très très large et il a dit des choses avec le ton qui était le sien, toujours assez très très aigu sur le monde dans lequel on vit. Combien de films vous avez fait avec lui? 7, je crois, oui. 6, je sais plus. Ou 7, je sais pas. Et je voudrais vous demander quelque chose sur Haneke. Parce que moi, une fois, je l'ai rencontré, je l'ai trouvé un type pas très sympathique. Mais je l'ai croisé comme ça. Et votre... Moi, je le trouve... Enfin, votre retour. Moi, je cherche pas forcément à trouver les gens sympathiques. Non, je ne veux pas dire... et je crois pas qu'il aimerait qu'on dise de lui qu'il est sympathique, donc je pense qu'il serait très content de ce que vous dites de lui. Ça lui plairait. Oui, mais alors c'est vraiment un très très grand metteur en scène, Haneke, vraiment, qui arrive à créer la tension permanente dans ses films. Moi, je dis toujours, il est un peu à mi-chemin entre Bresson et Hitchcock. C'est-à-dire, les grands films, c'est quand même les films qui arrivent à créer du suspense permanent, à créer de la tension, parce que sinon, on s'ennuie. Et on peut pas s'ennuyer devant un film de Haneke. Et en même temps, il dit des choses incroyablement violentes et difficiles à entendre, mais surtout, il y a cette tension permanente, comme dans un film policier, puisqu'il cherche toujours la tension humaine, la tragédie, mais c'est toujours avec du suspense. C'est incroyable. Et il peut même filmer quelqu'un de dos, par exemple. Dans La pianiste, il y a souvent des plans de dos et que je trouve très, très, très bien. Et il filme le dos comme si on était de face, parce qu'il arrive, dans un dos, à créer la présence. Il y a un plan notamment où je mange un sandwich devant une fenêtre et c'est de dos et en même temps on sent. Enfin, il dit pas moins de choses parce que c'est de dos, il en dit autant et ça serait moins bien si c'était de face. Surtout pour manger un sandwich, il faut mieux être de dos en plus. J'ai l'impression
que vous êtes comme, j'ai l'impression personnelle, je n'ai aucune idée, que vous êtes totalement anti-Lee Strasberg. Dans le sens, je pense que vous faites, je ne sais pas, vous lisez quelque chose, vous parlez avec une amie, et un moment plus tard, vous entrez et vous jouez. Donc il n'y a pas toute cette agonie, grande agonie d'épuiser au fantasme, au traumatisme de votre enfance, je ne sais pas quoi, comme disait Stanislavski, à un degré plutôt, disons, réduit, et puis Lee Strasberg. Je ne sais pas si vous savez cette anecdote avec Dustin Hoffman. Oui, je la connais, oui, avec Laurence Olivier. Avec Laurence Olivier, Oui. exact. Why don't you act? Oui. Oui. Alors, moi, j'ai pas lu vraiment les livres de Stanislavski mais quand même, Tchekhov et je crois que Stanislavski montait ce qui se racontait entre Tchekhov et Stanislavski, ça avait l'air assez intéressant quand même. Mais j'ai pas lu vraiment non, je sais pas exactement ce que c'est les méthodes de l'acteur studio. Oui, ça veut dire comme ça probablement réfléchir sur la vie d'un personnage. Et en même temps, je me dis quand même que peut-être, je suis pas sûre parce que c'est quelque chose que je connais pas très très bien, mais peut-être quand même que j'en ai quand même, sans le savoir, un peu comme Monsieur Jourdain dans Molière qui fait de la prose sans le savoir. Peut-être que je joue quand même, que je suis peut-être quand même l'héritière de ça, mais peut-être sans en être consciente. Il y a des flashs, par exemple. Oui, peut-être parce que peut-être que ça a introduit quand même une manière de jouer, peut-être une certaine idée du naturel. Peut-être, je ne sais pas. Il faudrait que je lise quand même plus pour savoir si c'est ça et que je le pratique sans en être consciente et sans le savoir. Je ne sais pas. Donc, tout ça pour dire que peut-être c'est peut-être pas quelque chose qu'il faut ignorer complètement. Et moi, j'aime bien, par exemple, dire que je ne joue pas des personnages. Parce que l'idée de personnage, ça m'a toujours paru un peu curieux. Parce qu'un personnage, il est forcément en dehors de soi ou à côté de soi. Et je préfère dire que je joue des personnes. Et même plus, je préfère dire que je joue des états. Et peut-être que quand même, cette idée de jouer des états, de jouer la joie, la tristesse, n'importe quel état, peut-être que ça vient quand même, ça prend racine dans l'idée que d'une modernité, contrairement à une manière de jouer d'avant qui était complètement qui était théâtrale. Ou peut-être que c'est ça quand même, que je suis l'héritière de ça, en disant que je joue des états et non pas des personnages et qui me paraît complètement dépassé. Voilà. Probablement ça, c'est ça que qui à la fin laisse le doute, parce que c'est un état vrai. Donc, même avec un rôle d'une femme horrible, on ne finit pas par dire c'est la méchante. Vous n'êtes pas une, je sais pas, vous n'êtes pas une méchante jamais comme Betty Davis, par exemple. Oui, parce que le cinéma aussi, depuis quelque temps, il nous a, il a évolué. C'est vrai qu'à une époque où il y avait les bons et les méchants, et que maintenant la frontière entre le bien et le mal, elle s'est un peu ramollie, et qu'on essaye un petit peu bon, moi, c'est quelque chose peut-être instinctivement que
que j'aime faire, mais aussi je ne peux pas le faire toute seule. Je le fais parce que je suis dans des films où par les dialogues, par les situations, je peux suggérer de la complexité, de l'ambiguïté et justement essayer de dépasser un peu la différence un peu qui à un moment donné ne va pas très très loin entre le bien et le mal. Et en même temps, vous ne reculez devant rien, soit au théâtre. Le plus grand défi, il me semble qu'il vous attise le désir. Je dis, soit au théâtre. Vous êtes une exploratrice, je voudrais dire, dans votre métier. Et vous ne reculez pas, jamais. Et c'est comme que vous cherchez quelque chose d'encore plus. Je ne cherche pas grand-chose, en fait. C'est pour ça, peut-être que je trouve. C'est la meilleure manière de trouver. Mais parce que aussi, alors au théâtre, pour revenir au théâtre, moi, j'ai vraiment travaillé avec des gens très particuliers au théâtre, et pour la plupart. Donc, je pense beaucoup à Bob Wilson parce que je continue à jouer un spectacle mon dernier spectacle que j'ai fait avec lui. Je pense à des gens comme Castellucci, même aussi Thiago Rodriguez avec qui j'ai fait la cerisée. Enfin, c'est Claude Régis qui disait il faut tuer le théâtre. Le théâtre, il peut être intéressant et vivant que si on le tue à chaque fois. C'est une idée un peu peut-être bizarre, mais je comprends bien cette idée justement qu'on peut pas être dans une convention au théâtre. Parce que il faut tout le temps dépasser cette convention et s'autoriser à la dépasser. Et j'aimais bien cette idée de Claude Régis qui disait tout le temps il faut tuer le théâtre. C'est-à-dire qu'il faut parce que c'est une situation tellement bizarre en fait. On est des êtres vivants devant des êtres vivants et dans une proposition qui est complètement abstraite. Le lieu, la temporalité, donc il faut dépasser ça justement et c'est la seule manière de se sentir libre surtout. Le seul intérêt dans ce qu'on fait, que ce soit d'ailleurs du cinéma ou du théâtre, c'est au fond c'est de se sentir libre. Je pense que pour vous, c'est pareil. Si vous écrivez, moi j'ai lu le roman sur Cavafy, votre livre, et ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que justement, vous dépassez complètement enfin, c'est un livre totalement libre, parce que tantôt vous êtes presque dans la convention de la description d'une époque, et puis tout d'un coup, vous nous emmenez dans un état de conscience du personnage qui est absolument extraordinaire. Donc c'est comme si vous êtes complètement libre dans ce que vous essayez de faire. Et c'est génial, vraiment. La différence, c'est que pour arriver à cette liberté, je dois faire beaucoup d'efforts. Mais, oui, mais vous êtes un miracle. Vous arrivez là et sort la chose. Non, parce que moi, c'est le metteur en scène qui doit faire l'effort. Moi, je suis vraiment... s'il fallait que je pense en plus, ça serait... Moi, j'ai pas besoin de penser, moi. J'arrive et puis juste... j'ai besoin de sentir, mais j'ai pas besoin de penser tellement. Enfin, un peu quand même, mais pas... Quand j'avais vu Elle, que j'avais adoré, vous jouez, je vous ai parlé l'autre soir, ce rôle impossible à jouer parce que tellement invraisemblable. Mais venu un vers de Darwis, Mahmoud Darwis, que j'aime beaucoup. Mais ça, excusez, mon accent est horrible, même dans le grec. Mahmoud Darwis, Granakis, comment ça s'appelle? Grand poète palestinien, Mahmoud Darwish. Vous le connaissez? Pardon. Oui. Okay. Où il dit, et ce vers c'est pour vous,
la vérité a deux visages et la neige est noire. Ah oui. Eh ouais, c'est vrai. Je vais le lire. C'est vous, ça. Et une autre poésie que vous, peut-être vous connaissez, sinon vous devez lire parce que ça va très bien. È la scavatrice de Pier Paolo Pasolini, il pianto della scavatrice, dell'escavatrice. Parce que vous êtes une excavatrice. Dites. Ouais, non, parce que moi, je suis très ignorante de tout. Hein. Et peut-être je tiens à le rester parce que c'est ça qui me rend très perméable à tout ce que. Je pense que je suis effectivement que je suis très confortable pour les metteurs en scène parce que comme je suis assez ignorante, ça me permet d'être complètement poreuse. Enfin, c'est un mot un peu compliqué. Mais en français, même en français, mais disons disponible, voilà, tout le temps. Et ça, oui, peut-être c'est un peu ma qualité. Vous partez d'ici pour aller où? De Grèce pour aller où? Bah, chez moi, je crois. Je dis votre prochain Ah oui, projet. d'accord. Alors là, je viens de. Ah ben, je pars à Taïwan. En fait, dans une ville qui s'appelle Taichung, c'est à côté de Taipei. J'ai déjà joué une fois là, j'avais joué la cerisée, parce que je fais des tournées dans le monde entier avec tous les spectacles. Mais j'étais en Grèce, ici à Athènes, où j'ai joué Bérénice au mois d'avril. Voilà, avec Castellucci. Et là, je repars avec Bérénice à Taichung. Voilà. Et avant, là, j'étais à Tokyo où je faisais. Alors, c'est la première fois que je rejouais Mary Said What She Said, le spectacle de Bob Wilson, sans Bob. Voilà. Et avant, je l'avais fait aussi à New York avec lui. Voilà. Donc, je continue à tourner ces spectacles. Et puis, je fais des films aussi. Voilà. Et je viens de terminer un film avec Asghar Farhadi. Voilà. Et voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Καλημέρα σας. Bonjour. Είναι η ώρα λοιπόν για τις ερωτήσεις σας. Έχουμε κάποιον? Ναι, ο κύριος εδώ. Ναι, εδώ. Ο κύριος, πάνω. Hello, thank you for being here. My question is, what would you say is the biggest difference between playing in your first film and in your last film that is in the festival this year? Thank you. Merci. Between Non, si vous voulez, je peux traduire en français, si vous voulez. Donc, merci d'être ici. Et la question, c'est quelle est la différence, pensez-vous, entre vos premiers films et le dernier film que vous avez fait, qui est présenté ici au festival? Ah ben, il n'y en a pas. Okay. Vraiment. Non, mais j'ai l'impression d'une... C'est ça qui est d'ailleurs très agréable. Bien sûr qu'il y a des changements. Bien sûr qu'il y a des... tout a changé et rien n'a changé en même temps. Il y a quelque chose d'immuable aussi dans ce rituel, dans cette cérémonie, un peu la cérémonie qui est... que ce soit sur une scène de théâtre ou d'être filmé par une caméra, et je pense que c'est pareil pour Ersi, c'est de prendre un stylo. Alors même si peut-être maintenant on écrit avec des ordinateurs, mais il y a
il y a un endroit qui est immuable, qui ne change pas. Voilà. Et ça, c'est ce que j'aime. Ναι, εσείς. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Έχει έρθει πολλές φορές για παραστάσεις στην Ελλάδα. Σκηνοθεσία Βίβο Μαχόφε, Γουίλσον, Γαλλικόφσκι κτλ. Σε κάποια παράσταση, πριν ξεκινήσει, ήταν στο βάθος της σκηνής και έκανε ασκήσεις τάιτσι. Δεν ξέρω αν την βοηθάνε, αν είναι μια τακτική που τη χρησιμοποιεί στην υποκριτική της. Και δεύτερο, θα ήθελα να ρωτήσω για τον κινηματογράφο. Να ξεκινήσουμε με τη μία ερώτηση. Ναι. Vous êtes venu plusieurs fois en Grèce et à Athènes pour des spectacles de théâtre. Et une fois, avant le spectacle, vous étiez au fond de la scène en train de faire des exercices de tai chi. Oui, donc... est-ce que c'est une méthode qui vous aide avant le spectacle? Oh, c'est une question très mignonne. Et c'était un spectacle de Luc Bondy, qui était un metteur en scène formidable, avec qui j'ai vraiment... Luc n'est plus là, mais c'était vraiment une personne extraordinaire, une grande intelligence. Et c'était Les Fausses Confidences de Marivaux. Non, ça faisait partie de... C'était pas mon idée, hein, c'était... Pas du tout. Non, non, j'ai pas l'habitude de faire du tai chi comme ça sur la scène avant de... Mais ça donnait comme ça une sorte de vie et de hors-champ au personnage. Voilà, on imaginait qu'elle prenait des cours de tai chi. Mais ça me touche beaucoup qu'il ait pensé que c'était mon idée et que... Voilà, c'est très... Και κάτι άλλο. Έχει παίξει μια από τις αγαπημένες μου ταινίες, το Heaven's Gate, το οποίο στην εποχή του κατακρίθηκε από τους κριτικούς και το κοινό του γύρισε την πλάτη. Ποια είναι η άποψή της, γιατί συνέβη αυτό? Vous avez joué dans un de ses films préférés du monde, Heaven's Gate, oui. Et donc les critiques n'ont pas vraiment aimé le film et puis le public lui a tourné le dos. Pourquoi pensez-vous que cela est arrivé? Je pense parce que c'était quand même un film d'abord qui était déjà précédé d'une réputation. C'est un film le tournage a duré 8 mois. C'est un film qui avait coûté très très cher à l'époque et que ça le serait encore maintenant. Et puis tout d'un coup, le film est sorti, puis on a vu un film très très personnel, un film génial, mais qui n'était pas du tout selon les codes d'une narration classique. On croyait qu'on allait voir La Conquête de l'Ouest, et finalement on voyait un film de Michael Cimino qui était comme un vrai film d'auteur, et aussi avec au fond un message politique, je pense, qui était difficile à entendre, et donc all together, ça a fait, voilà, que le film a été complètement rejeté, et maintenant évidemment il a été, c'est comme une erreur judiciaire et il a été réhabilité, je crois, mais un peu trop tard pour la vie de Michael Cimino, qui d'une certaine manière s'est jamais complètement remis de cette blessure, mais en même temps le film il existe aussi autant par sa beauté que par son échec. Merci. Merci beaucoup. Et εσείς, ναι, παρακαλώ. Το μικρόφωνο. Bonjour, merci pour être ici. In English, please. Which books shaped you as a personality and movies too? Merci. Quels sont les livres qui vous ont formé comme personnalité? Qu'est-ce que... Ouh là là, c'est une grosse... tous. Livres et films, excusez-moi. C'est une question très difficile, ça. Je crois que je pourrais... Pardon? Η ερώτηση, ποια βιβλία και ποιες ταινίες τη διαμόρφωσαν ως προσωπικότητα? Oui. J'ai du mal à dire quel livre en particulier. Je peux juste dire que je ne peux pas imaginer
une vie sans lire ou sans ou sans voir des films ou sans aller au théâtre. C'est quand même un privilège extraordinaire de pouvoir d'avoir. C'est ce qui fait vivre. Voilà. Je pense que la vie est très difficile si on n'a pas cette possibilité de métamorphoser le réel. C'est comme boire et manger pour moi. Merci. Est-ce que c'est bon? Θέλω να ρωτήσω αν υπήρχε κάποια στιγμή στην πορεία σας που αισθανθήκατε ότι δεν κάνετε για αυτό το πράγμα, για τη δουλειά αυτή. Ότι είστε ή λιγότεροι ή τεμπέλα εντός εισαγωγικών για αυτό που σας ζητείτε ή που έχετε καταφέρει. Est-ce qu'il y a eu un moment dans votre vie, dans votre carrière, où vous avez pensé que vous n'êtes pas faite pour ce métier, vous n'êtes pas assez bonne, vous êtes un peu Ah non, jamais, non. Jamais, ok. Je plaisante, évidemment. Ah. Donc c'est fini la réponse. Ok, on continue. Il n'y avait pas de moindre doute. Si, c'est bon. Continue. Hi, hello everyone. Hi Isabelle. It's lovely to see you once again. I had the great privilege to be on stage with you twice as part of Berenice here in Athens and Amsterdam. And I can reflect a million things seeing you on stage and being you backstage with you. But I have a question, and I will use a line from the show. At the end of the performance, when the stage opens, after a long silence, at some point you just say, "Ne me regarde pas." Don't look at me. And the first time I saw and realized that, because I don't speak French, the way you said it and what it means and how the whole play ends, I really felt, after listening and hearing a lot of your interviews, that maybe somehow that reflects your career in a way that it's the role, and then it's the moment that Isabelle leaves Berenice and Berenice becomes Isabelle kind of way. And I really wanted to ask you, I take this chance now to ask that to you, what that line means, and if that somehow goes out of the role, or, yeah, I hope that's clear. Ben, c'est pas mon idée, hein, c'est l'idée de Romeo Castellucci, de tout d'un coup d'aller aussi loin dans la... Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une provocation, mais devant des gens qui sont justement là pour ça, pour me regarder, enfin, pour regarder des acteurs, de dire tout d'un coup, ne me regardez pas comme si, au fond, l'expérience de regarder, surtout peut-être cette pièce-là qui parle tellement de la mort, de l'amour. Tout d'un coup, c'était une manière de dire... voilà, parfois ce qu'on dit au théâtre ou ce qu'on dit au cinéma, c'est à la fois on doit le dire et en même temps c'est très dur à entendre. Donc c'est aussi une manière de raconter ça. Et puis dans ce spectacle aussi, Romeo Castellucci, moi je parle jamais beaucoup avec les metteurs en scène, donc je sais pas trop ce qui se passe dans leur cerveau vraiment. Enfin, je le comprends quand même un petit peu, mais c'est pas une chose il n'y a pas d'explication. Mais comme à un moment donné, au lieu de dire Bérénice, il me fait dire Isabelle, comme je suis pas stupide, j'ai bien compris que tout d'un coup, c'est l'idée que quoi qu'on joue finalement, c'est toujours une confrontation avec soi-même. Voilà, que ce soit cinéma au théâtre. Peut-être c'est encore plus dur de l'affirmer au théâtre, parce que en principe, si je devais faire une différence, je dirais que naturellement, le cinéma est plus une confrontation avec soi-même que le théâtre.
à cause du dispositif du théâtre qui est tellement abstrait et qui est tellement antinaturel. Alors que la caméra, c'est assez évident de comprendre que par la manière dont ça va chercher la pensée de la personne, on est dans la confrontation avec soi-même. Et en me faisant dire ça, Roméo, au fond, il veut affirmer aussi que le théâtre, vis-à-vis de l'acteur, c'est aussi une confrontation avec soi-même. Il le dit là. Donc, voilà. On a le temps pour une dernière question. Έχουμε χρόνο για μια τελευταία ερώτηση, αν θέλετε. Ναι. Bonjour. Vous avez dit un peu avant que vous êtes toujours très disponible et que vous ne pensez pas trop quand c'est le moment d'être devant la caméra, peut-être. Mais on sait bien que pour les acteurs, c'est la plus grande lutte d'être disponible au moment et ne pas penser. Alors, je voudrais savoir un peu comment vous luttez, même quand vous pensez ce peu que vous pensez, comment vous luttez pour être toujours dans une probabilité du moment qui donne ce qui est très précieux dans votre performance. Voilà. Parce que je crois qu'au moment où on doit jouer, c'est trop tard. C'est plus le moment de penser. Donc, il faut penser avant. Donc, je pense beaucoup avant quand même. Je crois que le travail de l'acteur, d'une certaine manière, c'est même que de la pensée. Parce que souvent, les gens, ils ont une idée parfois un peu naïve de penser que comment on prépare un rôle comme si on faisait de la cuisine, quoi. Donc, mais c'est pas du tout. C'est de la pensée. C'est penser tout d'un coup qu'on va incarner cette personne ou cette série d'états, comme j'ai dit. Mais au fond, au moment où on doit le faire, c'est fini, on pense plus. Et c'est parce que c'est vraiment à voir avec le moment présent aussi. Donc, alors, il faut peut-être avoir une très très grande confiance dans ce qu'on fait, sans doute, parce que s'il n'y a pas cette confiance, et c'est presque comme un pacte aussi qu'on fait avec un metteur en scène, aussi bien au théâtre qu'au cinéma. Et ça repose beaucoup sur cette confiance. Parce que s'il y a du doute qui s'installe, je pense que ça doit être extrêmement difficile. Il faut être peut-être presque aveuglément confiant dans ce qu'on fait. Τέλος. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο για άλλες ερωτήσεις. Merci. Merci.